Donc ce soir, je vais vous parler de l'IA. Évidemment, on est là pour parler de code, de développement logiciel. Et je vais vous parler d'IA qui code et d'IA qui aide à développer des solutions logicielles jusqu'à la production, si possible. Alors, qui je suis rapidement, comme Thomas m'a présenté, ça va aller encore plus vite. Je suis responsable Data IA pour la plateforme, donc essentiellement pour la gestion du master et du bachelor côté pédagogie, et aussi co-responsable côté atelier en gestion de projet avec les alternants et l'équipe de développement auprès sur des sujets clientèle. Mon expérience, bon, j'ai commencé à coder en 84, je ne sais pas si ça compte, parce que j'étais petit. J'ai commencé professionnellement à coder, on va dire, dans les années 95-97, gagner de l'argent. Et ensuite, professionnellement, je suis tourné vers la recherche, en particulier au CNRS, à l'INRIA, puis en tant que freelance, puis en tant qu'entrepreneur. J'ai été chef de projet, directeur R&D, à divers postes d'encadrement et de management d'équipes de développement, ce qui légitime en quelque sorte mon discours de ce soir, que je vais essayer de limiter à 30 minutes, si j'arrive à faire mieux que l'an dernier. De quoi on va parler ce soir? Alors, il s'agit de développer des logiciels, de développer des solutions. Et est-ce que parmi vous, vous pouvez lever la main, comme ça je vais un peu mieux orienter le niveau de technicité. Est-ce que parmi vous, il y en a qui développent? Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà accompagné une mise en production? Ok. Oui, donc on a un public assez technique. Et les autres, je vais essayer de ne pas vous laisser en plan. On va surtout parler d'IA et de l'IA récente, pas de l'IA de quand j'ai commencé dans les années 90. Avant l'IA, on faisait déjà du logiciel. Le terrain était déjà prêt pour que l'IA s'empare de ce domaine. Arrive un choc en 21, en preview, en 23 pour tout le monde, GitHub Copilot, qui accompagne tout le monde dans sa grosse tâche de développement software. Et puis, on a rapidement des désillusions avec les problèmes d'illusion de vitesse ou de possibilité de livrer du volume en grande quantité. Un élargissement du software development life cycle, donc un élargissement progressif du code ponctuel sur une fonction, une petite assistance locale vers l'ensemble de la chaîne de développement et de déploiement du logiciel. Et puis on arrive, je pense par la force des choses, à se poser enfin concrètement la question de qu'est-ce que ça va être le métier de développeur demain. Je n'ai pas les réponses. J'aimerais bien en avoir, et avoir 2 ans d'avance avec une lunette magique. Je crois que personne n'a vraiment la réponse, mais on commence à voir se dessiner des contraintes très importantes. Et une bonne nouvelle, je pense, l'humain ne part pas à la poubelle dans cette affaire. La dimension humaine, qui concerne pas seulement le développeur, mais toute l'équipe qui accompagne la vie du développement logiciel et les métiers. Jusqu'à ce qu'on parle aussi de l'entreprise et de ses indicateurs de performance, de la nécessité pour l'entreprise de maintenir de l'humain ou pas dans la chaîne de développement. Et puis, on va parler de ce que c'est que l'IA générative dans le développement logiciel aujourd'hui, suivant ce cheminement, pour conclure sur un humain orchestrateur, en tout cas tel que j'ai envie de positiver l'avenir de nos développeurs. Et un fil rouge, puisque je suis assez concerné par l'encadrement des masters et bachelors ici, et en général par l'avenir des jeunes, comment on forme le développeur de demain? Qu'est-ce qui est cassé dans l'échelle de progression du junior vers le senior? Et est-ce qu'on peut monter en compétence des jeunes qui veulent apprendre à coder avec de l'IA? Et à quelle dose?
Si on parle d'IA, il faudrait dégainer une définition datant des années 60. Et j'ai envie de citer Cédric Villani avec le ton qu'il avait en 2025 pendant la conf où on a pu l'entendre ici à Marseille. On peut appeler IA toute technique algorithmique sophistiquée cherchant à être très efficace dans une situation complexe, si efficace qu'on pourrait croire qu'il faut un humain pour faire ce travail et qui fait le buzz. Sinon, c'est pas de l'IA, c'est un truc édulcoré. Et j'aime aussi citer Gödel et Schabar, bon bouquin qui est bon d'avoir sur la table de chevet. Tout effort de l'intelligence artificielle consiste essentiellement à lutter contre la rigidité des ordinateurs. Je pense que ça n'a pas bougé. Aujourd'hui, on essaie d'assouplir par tous les moyens grâce à l'IA la rigidité du code, la rigidité de la structure des spécifications et d'accompagner par des côtés rationnels ou irrationnels la tâche créative de conception du logiciel. Une autre citation, là, plus pour se donner un peu du pouvoir explicatif. 3 mots, prothèse, orthèse, auxèse. 3 mots qui désignent en fait une manière de penser l'IA comme partie intégrante maintenant de la conception du software, à la fois comme méthode d'accompagnement du développement, mais aussi comme outil embarqué dans la solution. Est-ce que j'installe une prothèse? Est-ce que je fais du logiciel avec une automatisation comme une assistance sur une jambe ou un membre qui manquerait? Est-ce qu'on va soutenir, ça ce serait plutôt le rôle d'une orthèse, augmenter l'humain dans sa compétence avec des outils adaptés, ou encore mieux, créer une capacité nouvelle, c'est la notion d'auxèse. Est-ce qu'on peut avoir un surhomme, un surhumain, accompagné par l'IA, et qui va donc être capable de faire quelque chose qu'on ne savait pas faire avant. Alors on repart dans le passé. Dans les années 70-90, on faisait du software en cycle en V et en cascade. Je pense que beaucoup parmi les membres ici de l'assistance ont fait du cycle en V et du développement en cascade. C'est-à-dire que on a une prise de besoin, une spécification, et 1 an plus tard, on voit le client et on montre ce qu'on a fait. 2 ans après, on est en train de déplomber et au bout d'un certain temps, on est en production et ça plaît à personne. Et personne ne paye avec joie le résultat. Il y a une dette, probablement, qui ne sera résolue que dans les années 2000, résolue douloureusement avec l'approche agile. L'approche agile qui, avec un manifeste, dit maintenant on livre souvent, deliver often. Et comment ça marche? Puisque je ne peux pas vendre pour 1 an à l'avance ou 2 ans à l'avance une solution, eh bien je vais montrer à mon client régulièrement, par transparence, ce que je fais. Ça, on va le revoir avec l'IA très rapidement. De courtes itérations, un feedback continu. Les individus sont plus forts que le processus et le changement est une ressource. Donc difficile de vendre du forfait, on vend du sprint. Et puis, on peut dépasser en temps et on a un système de tâches qui permet de faire évoluer avec le client et le regard du client les solutions qui sont proposées. Ça, on va le revoir très rapidement en 2025 avec l'approche IA. De 2009 à 2015 se montent les approches dites Ops, DevOps, et on va voir plus tard DataOps, MLOps, etc. Ops, SecOps, DevSecOps, et ainsi de suite. On intègre en continu, c'est-à-dire qu'on va assister l'humain et l'équipe qui développe pour aller vite, là où c'est laborieux, difficile, et on s'appuie sur de l'automatisation dans l'infrastructure. Arrive à la même époque quand même la virtualisation et la scalabilité des systèmes sur lesquels je peux déployer, et du cloud, ou on-premise si on peut. Entre 18 et 22, on est dans l'engineering via plateforme, c'est-à-dire que l'ingénieur est complètement accompagné
Il n'y a plus qu'à cliquer quelque part, on est dans le no-code pour l'ingénieur infrastructure et c'est quand même très agréable. Le génie logiciel a toujours cherché à combler 3 écarts, aller plus vite du besoin à la solution, aller plus vite du code à la qualité et aller plus vite de la livraison à l'exploitation. L'IA arrive dans un terrain qui est tout près. Le champ est bêché, il n'y a plus qu'à semer la graine pour envoyer les robots, les bots, les chatbots et tout ça, accompagner le développeur. L'IA arrive avec en 2021, en early preview, en juin, un GitHub Copilot qui aide rapidement le développeur à générer du code, autocomplétion contextuelle. Je ne connais pas telle librairie, donc je peux explorer des API, lire de la doc pour moi, la résumer, et monter aussi tout un tas de choses qui concernent les opérations laborieuses de testing et de delivery. Un petit chiffre quand même, 55% des tâches de codage sont assistées par GitHub en 2023. Donc la moitié du temps que je passais à coder maintenant est assisté par une IA. Mais ça va vite, je livre beaucoup de volume. Il y a bien un moment où ça va freiner. Et c'est la personne qui doit relire mon code, qui se trouve goulet d'étranglement. Il faut revoir le code généré avec l'IA, sachant que le codeur qui s'appuyait sur sa mémoire et sa connaissance du métier, maintenant il est accompagné dans des chaînes de texte, de code qu'il n'a pas lui-même produites, qu'il ne maîtrise pas complètement. La revue de code monte en volume, les tests d'intégration, les problèmes de sécurité, les problèmes au déploiement, et ça peut être des bombes à retardement en production, un dimanche soir, un lundi, tôt le matin. Qu'est-ce qui se passe? La revue humaine ne va toujours pas plus vite puisque c'est une revue humaine. On a une validation qui est sémantique sur le code, on doit vraiment comprendre ce qui se passe. Et tous les tenants et aboutissants, encore une fois, c'est pas juste faire des lignes de code qui ont du sens, mais faire un software, c'est quelque chose qui doit fonctionner de bout en bout. Être conforme, sécure, cohérent et tenir le coup sur des architectures de développement, de pré-production et de production. Qu'est-ce qui va se passer? Le vrai système, c'est pas juste un développeur face à un environnement de codage, que ce soit un environnement confortable comme aujourd'hui ou une petite plateforme Vim pour ceux qui aiment ça, un petit éditeur de texte. L'ensemble du flux de delivery, c'est le système de développement logiciel sur lequel l'IA va montrer des faiblesses au début. Et il y a un espoir, un certain positivisme, un techno-positivisme qui dit c'est pas grave, si on n'y arrive pas aujourd'hui, on y arrivera demain. Donc on continue d'augmenter le cycle de vie de développement logiciel avec de l'IA. Avant 23, l'IA, c'est de la phase de codage, de l'accompagnement du codeur dans la lecture de librairie. Et entre 23 et 24, l'IA monte en puissance sur le testing, les documentations, le code review, là où il y avait un goulot d'étranglement. Et puis, on a des copilotes pour des tâches. C'est-à-dire que maintenant, le chatbot sert aussi à stocker, mémoriser où on en est du développement, parce qu'il manque un peu de la mémoire dans tout ça. Et puis en 25-26, on est maintenant à des agents IA multi-étages, ce qu'on appelle le harness. Qui a entendu ce mot? Parce que ça a moins de 3 mois, donc ça y est, vous êtes au sommet de la colline. Le harness, c'est le harnachement des agents IA, puisque tout seul, c'est des chevaux perdus dans la nature, il faut les brider, les tenir, les dompter, et puis en faire quelque chose de compétent sur la tâche sur laquelle on les lance. Et c'est sans doute ce dont on va parler dans la conférence juste après. L'IA orchestre. Les agents, seuls ou à plusieurs, se mettent à discuter et à organiser le codage. Quand on parle de software development aussi, alors je suis désolé, c'est écrit en tout petit, mais il y a plusieurs niveaux d'adoption de l'IA dans l'entreprise, dans la chaîne de développement logiciel. Et je fais un aparté, le logiciel lui-même, ce n'est plus ce qu'on faisait dans les années 70, 80, 90, 2000. Le logiciel est devenu une web application par défaut, il doit marcher sur téléphone, il doit marcher
un peu partout et s'adapter à tous les supports, en local, tout seul, à plusieurs, en collaboratif, et intégrer de l'IA lui aussi, voire même être complètement un automatisme et truffé d'agents intelligents, être une solution IA à lui tout seul. Donc il y a de l'IA dans le software que je développe avec l'IA. On arrive à avoir des agents partout, des agents qui m'aident, des agents que je code et des agents que le système va coder. Alors on est parti de l'autocomplétion épicée, on va à l'assistant de chat, on a le pair programming avec un chatbot, et puis on commence à avoir de la supervision de code. Niveau 4, la revue de code, l'IA génère, l'humain relie. Là, on est à la fin du goulot d'étranglement. Et puis, il y a cette phrase de Willison. Il n'y a pas si longtemps, c'était en février, il y a un siècle déjà. Le code ne doit être ni écrit, ni relu par des humains. C'est fini, c'est la Dark Factory. Il n'y a plus besoin de vous. Bon, alors on vire du monde, et puis après, on a quand même un peu des doutes. Bon, le niveau 5, donc, est-ce que c'est ça notre avenir? Peut-être pour tout un tas de choses. Mais d'expérience aussi, on a pu constater, je fais encore un deuxième aparté, sur la sémantique du code, pas très bon le LLM. Il code, s'il y a une bonne doc, il a appris correctement, s'il y a une bonne doc pour le code. Si je change les noms de mes variables, le LLM les prend pour autre chose. Et on n'a pas gagné sur ce terrain-là. Peut-être qu'en se mettant à parler à plusieurs, les agents vont corriger ce défaut, qu'on va réussir à mieux sémantiser et avoir une meilleure connaissance logique de ce que c'est que la conception d'un logiciel ou d'un algorithme. Mais ça non plus, ce n'est pas gagné. Côté RH, mon développeur junior devient senior, devient chef de projet, embauche des juniors et continue la boucle qu'on a commencé dans les années 50, 60, codant en assembleur, puis un petit en C, puis etc., en C++, Java et compagnie. Cette belle chaîne d'apprentissage et de transmission s'arrête avec un barreau cassé quand on nous dit c'est fini, junior, maintenant tu ne vaux plus rien à côté de machin, GPT et autres. Claude. Alors ce qui change quand même, c'est que les compétences vont se déplacer et que mes juniors, je peux quand même les former. Et là, il va falloir faire preuve de nuance. Cette présentation n'est pas dédiée à cette nuance, mais j'aurai vraiment grand plaisir à en débattre avec la pizza ou avec un verre avec vous. La nuance qui fait qu'un développeur n'est pas foutu se situe justement dans les détails. Entre la compétence de coder, la mémoire que j'ai du métier et des algorithmes que je sais construire, et c'est une chose qui est difficile à apprendre quand on est junior, mais la capacité d'architecturer les choses et d'avoir une vue d'ensemble de bout en bout. Donc, si vous êtes un junior mauvais développeur, arrêtez tout. Par contre, si vous êtes un junior et que vous avez ça dans le sang, de bosser, d'apprendre, de comprendre comment fonctionne le code et de faire des algorithmes, parce qu'il y a un côté passion, là c'est bon pour vous. Il y a du travail encore. Et à comprendre l'ensemble de ce que c'est que l'architecture logicielle, ce n'est pas la même chose que de se laisser déborder par un petit prompt qui génère une appli et de se demander pourquoi ça ne marche pas, que ça fait la moitié du boulot, etc. Production brute de code, ça se banalise. Et effectivement, là, avant, il fallait mettre 80, allez, 60% du budget sur les spécifications et la préparation du travail de l'ingénieur qui coûte très cher. Maintenant, je peux shipper du code et en production et directement mettre ce code en proof of concept en un quart d'heure. Et si ça ne plaît pas, j'en refais un, et j'en refais un, et j'en refais un. Donc, la préparation des specs et tout ça n'est plus le boulot d'étranglement. On a rapidement une banalisation par l'IA de la préparation des morceaux de code. La recherche syntaxique, la doc et tout, c'est super pratique quand même, parce que non, je n'ai pas lu la RFC bidule sur le TCP/IP depuis 20 ans. Je m'appuie sur des savoirs qui sont peut-être un peu vacillants.
Donc ça fait du bien un petit refresh, surtout quand l'IA me fait ce refresh avec quelque chose de corrélé à mon projet. Bon, et rédiger des templates aussi, c'est long, fastidieux, et on oublie la moitié, et surtout la plupart des choses là est vraiment laborieuse, redondante, fatigante, et c'est du temps gagné d'utiliser l'IA pour ça. Les compétences qui montent en valeur, par contre, c'est de continuer à discerner dans le code les bugs. Et pour moi, le bon développeur, c'est pas juste celui qui sait bien coder avec l'IA, c'est celui qui va être réveillé le lundi matin à 3 heures parce qu'en production, tout est cassé et il va trouver le bug. Le sien ou celui fait par l'IA ou celui fait par le collègue. Il va le trouver à 6h moins 5 avant que les médecins entrent en scène et utilisent le logiciel. Discerner, valider, évaluer les sorties d'IA, corriger le sens, voire en amont. Mais ça demande de la seniorité, donc c'est aussi pas évident pour un junior développeur de se dire, ben ok, je vais me jeter à l'eau pour trouver un bug sur un code que je ne comprends pas, que je n'ai pas fait, etc. Ceci dit, quand même, la perche est bien tendue. Vous vibe coder tout le temps des tas de trucs qui sont buggés, donc apprenez sur ce tas-là. L'architecture et la cohérence système. Oui, il faut voir l'archi, il faut la penser. Il faut comprendre qu'un logiciel, c'est quelque chose qui est étayé par de l'infrastructure et qui monte vers l'usage. Et puis, le mot qui me plaît le plus dans ce slide, c'est la gouvernance. L'entreprise est aussi responsable que le développeur tout seul pour mettre en place l'infrastructure qui va guider le développeur et l'ensemble de la chaîne de développement du logiciel vers le succès. Sans gouvernance, on va avoir des développeurs qui amènent de la shadow AI avec eux, et on pourra en parler aussi à la pause, parce que je n'aurai pas le temps de parler de ça, mais il y a un morceau du cerveau que vous n'amenez pas quand vous êtes dans une équipe de dev, dans une entreprise. Vous êtes recruté comme dev, d'habitude, vous amenez votre cerveau entier. Hein. Mais quand vous avez de la shadow AI, on vous dit non, 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 non. Tu n'amènes pas ton GPT, ton Claude, ton Perplexity, qui te connaît depuis 2 ans. Donc déjà, tu laisses tomber une partie de ce qui fait ta valeur. Ça, c'est important. La gouvernance doit pouvoir trancher là-dessus. Et je pense que ce n'est pas réglé cette affaire. La seniorité ne va pas se mesurer à votre vitesse de codage, mais à votre capacité à trouver les problèmes, à fiabiliser un système, lui-même augmenté par l'IA. Alors, il y a un rôle émergent, depuis qu'il y a l'IA, et même avant, c'est le bricodeur. Et je le dis avec tendresse, le bricodeur, c'est celui qui a solution à tout, qui bidouille, qui farfouille, qui trouve le petit bout de code en ligne, open ou pas, ou qui clone un truc qu'il a fait avant, et qui résout le problème pour tout de suite. Et ça ne fait pas de la fiabilité dans la durée. On est d'accord. Mon ami expert, auto-formé en 2 semaines sur un bootcamp utilisant l'IA et l'automation, il fait mal à demain. Il fait mal au software de ce que vous utiliserez dans vos tablettes et voire même dans votre voiture, dans un avion ou quelque chose où vous avez besoin de sécurité. Alors les rôles émergents, si on veut les nommer avec un peu plus de pompe, je vais avoir le AI Augmented Dev, le Solution Architect, le AI Security Engineer, le Platform Engineer, le Testing Quality Assessment Lead et le Product Engineer. Bon, tout ça, ça articule l'IA, ça m'augmente. On n'a pas créé une compétence nouvelle. On est plutôt dans l'augmentation de ce qui sait déjà se faire dans le cycle de développement logiciel. Ça, c'est des trucs qui vont disparaître à la poubelle parce que demain, il y a encore d'autres rôles et après-demain, encore d'autres. Aujourd'hui, on a 5 R de l'IA déjà dans les pattes entre 23 et 26 de changement, de transformation. Donc, qui peut prédire ce que ce sera demain? Bienvenue, ferez-le. La V2 de ce slide, après-demain. Alors, les métiers, les KPI. Du point de vue de l'entreprise, j'ai besoin de mesurer des choses, mais je me trompe. Je suis une entreprise qui a des indicateurs de performance sur les lignes de code générées. C'est bien mon gars. Ou alors la consommation de tokens. Parce que ça prouve que je consomme du fuel, donc je vaux quelque chose.
Le nombre de prompts utilisés, la vitesse de génération, l'adoption de l'outil, la satisfaction du développeur. C'est quand même, ça compte. Mais c'est des faux signaux. Alors c'est bien de savoir que vous avez 10 000 utilisateurs qui utilisent votre logiciel et qui sont contents. Ça, je vous dis, oui, c'est un plaisir irremplaçable quand on est développeur. Utile pour l'entreprise, et là ça fait mal, c'est le lead time. Passage du besoin à la mise en prod grâce à l'IA, combien? À moins 40%. Mais pourquoi donc? Ben parce qu'il y a toujours ce boulot-là qui fait qu'en fait on produit énormément de volume, dégueulasse, de mauvaise qualité, et qu'en plus on donne ça à son manager pour relecture, qui lui-même en a alors on ne dira pas un burn-out, mais qui a quand même qui est à saturation de relire du code pas relu. Le taux de reprise humaine, le taux de défaut, la part de workflow réellement redessignée, la capacité à absorber plus à équipe constante, et ça oui, ça marche. La capacité, on peut absorber 2 fois plus, 2,5 fois plus, mais si c'est pour produire 40% de trucs qui bloquent, c'est pas vraiment idéal pour l'instant. Alors, comme je disais, en 3-4 ans, on s'est pris 5 âges du développement logiciel. Avant, on faisait tout à la main, je code, je teste, je déploie. Deuxième âge, j'ai un assistant. Troisième âge, cet assistant qui m'aidait à écrire plus vite, il m'aide aussi à documenter, tester, résumer, exploiter, expliquer. Il est polyvalent. Et on passe maintenant 24, 25, 26 à des notions agentiques, des workflows accompagnés par l'IA. L'IA agit en parallèle sur plusieurs bouts de code, sur plusieurs branches du même projet, et fait les fusions, les pull requests, les corrections, tout ça. Donc j'ai des curseurs de 20 Kodi et plein d'autres trucs qui sont là comme des produits d'assistance pour l'équipe et qui sont la dette technique de demain, bien sûr, parce que demain, ces trucs-là seront remplacés par encore mieux. Les entreprises ont encore du mal à monter sur ce cheval qui est trop fougueux et sur lequel les agents, on a des publis en recherche qui ne sont pas encore transférés industriellement, qui disent non, non, pas 3 agents, 4 ou 2, et pas comme ci, comme ça. Les bonnes pratiques ne sont pas encore bien faites. Le 5e âge, c'est maintenant. Le système IA est orchestré, donc j'ai le harness qui est autour d'un modèle de langage. Je vais avoir des fichiers .markup, Claude MD, Skill MD. Je vais avoir un RAG qui m'apporte l'information. En plus, l'information souveraine. Et petite parenthèse, ici, on a un gros GPU. On peut tester ça avec nos étudiants. Et franchement, ça vaut le coup de se dire qu'on développe notre RAG souverain, là, dans une petite boîte à Marseille. Et non seulement ça, mais tout l'écosystème de développement et d'accompagnement. Donc, on a notre petit cloud code à nous. Les agents, les outils, le contexte métier, les politiques de validation, l'observabilité. Waouh! Alors, c'est vrai qu'on fait beaucoup du POC, mais on a tous cette prétention un jour que le POC il soit acheté et qu'il finisse en production. Ce que je souhaite à une solution générée par l'IA ou sans, et intégrant de l'IA moderne. Les freins, là, c'est pas dans ces slides, c'est la frilosité de la dépense. Pourquoi je mettrais 10K aujourd'hui, ou 50K ou 100K sur un truc qui coûtera la moitié demain, qui sera mieux fait et qui sera moins sloppy. Bon. Alors on a des limites, et les limites, c'est cette notion de frontière d'entrée. Le LLM, je ne crache pas dessus, il fait bien du langage quand même, il traduit, c'était incroyable. J'ai passé 15 ans de ma vie à travailler sur de l'IA symbolique pour faire des traducteurs, déjà de français à français, de français à anglais, des trucs. Et là, du jour au lendemain, paf, ça parle anglais, chinois, et bien en plus. Donc ça, c'est impressionnant. L'IA, elle n'est pas uniformément bonne et mauvaise. Il y a des trucs où elle va rester complètement bête, parce que, mais bête à manger du foin, parce qu'elle n'a pas de bon sens, elle n'a pas certaines notions. Bon, ça a été fait, refait, vous avez déjà toutes ces infos. On est dans ce qu'on appelle la frontière d'entrée. Je peux avoir des super compétences à un endroit et juste après, un truc trop nul. Et vraiment épatant de nullité. Donc cette frontière entre la compétence utile et inutile, elle est là. J'ai 40% de qualité en plus, 25%
sur des tâches réalisées de rapidité, d'augmentation de ma vitesse, et 43% de progression pour les tâches les moins performantes. Mais attention, tout consultant, développeur, et ça ne touche pas que le code, hein, c'est partout dans l'admin, c'est là partout, c'est rampant. Tous ceux qui n'ont pas relu et livré aveuglément un truc se sont mangés les doigts, le chapeau, les chaussures et tout le reste. Je l'ai fait aussi. Allez, en avant. Bon, on doit relire son code. Même quand il a été fait par l'IA, il n'y a pas de secret. Ça peut se passer à la virgule près, quelque part, entre deux parenthèses, dans un chevron, dans une balise. Donc le fameux slop, la bouillie d'IA, c'est la limite numéro 1. Je génère du slop, tu génères du slop, nous générons du slop. Slopons tous ensemble. Alors ça c'est la maison numéro 10 et je pense que c'est la meilleure représentation de ce qu'est un slop, c'est-à-dire j'ai l'idée, c'est moralement juste, il y a des fenêtres, il y a des portes, il y a des poteaux, il y a tout ça. Par contre, c'est inhabitable hein, et c'est miraculeux que ça tienne debout. Dans les limites, donc, on a une dette technique qui s'accélère. Tout le code généré non relu, c'est des patterns incorrects qui vont exploser à la figure quelque part de quelqu'un dans une librairie utilisée plus tard par d'autres, dans d'autres librairies, etc. Et ça, c'est quasiment incontrôlable aujourd'hui. Les biais, les hallucinations, donc l'IA invente des API, des fonctions, des comportements inexistants, des références bibliographiques inexistantes, et peut-être même que là-dedans, il y a du slop qui est venu. Des fuites de données aussi, ça c'est un risque important, ce qui fait que l'IT aussi empêche le développeur d'arriver avec son IA, ses modes opératoires et son code, qui sont plus seulement dans son cerveau, mais ils sont dans des fichiers ND maintenant. L'IT a bien raison quand même de dire attention, fermez les portes, envoyez pas tous les secrets de l'entreprise sur ChatGPT ou un RAG quelconque sur une startup qui est probablement connectée à un pays qui peut exploiter ces informations. Alors, les garde-fous qu'on va recommander, c'est la politique de validation systématique. Tout code doit être lu avant merge. Donc déjà, moi, mes juniors, ils relisent leur code, et quand ils vibe, ils relisent. Hein. Ouais. On bloque la pull request, pas la purchase request. La pull request sans validation humaine, oui, on aimerait bien, hein, et en fait, tout seul, on ne fait pas du tout ça. On va essayer de pousser le vibe coding jusqu'à voir à quel point ça peut générer du slop qui m'expose à la figure. On a besoin de tester cette limite aussi, on est d'accord. Mais quand on est en équipe, là, il faut du contrôle. Observer les sorties de l'IA, tracer ce qui a été généré et modifié par l'humain, et puis cette fameuse gouvernance de la donnée. Il y a 5 ans, j'ai essayé de vendre de la data-driven, des solutions data, de la data stack. Impossible. Il n'y avait pas cet engouement pour la data. Aujourd'hui, je vends de l'IA qui a une traction sur la data. C'est-à-dire que je peux vendre de la data quality parce que je vends de l'IA. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont fait l'effort d'apprendre la data et d'essayer d'intégrer ça dans le vocabulaire de l'IT et du SI. Sinon, c'est deux mondes. Aujourd'hui, il y a un continuum. Je fais du software avec ou sans IA, mais je dois pouvoir parler à des devs qui n'ont pas du tout connu l'IA et j'ai essayé d'évangéliser ou de faire un peu l'ambassade de ce que ça peut être une solution où il y a l'IA. Réciproquement, quand j'ai que des IA puristes, je leur vends encore de l'EDI à l'ancienne avec les contrats d'interface parce qu'on fait ça très bien sans IA et que si tu me fais une automation, tu me fous une dette technique monstrueuse dans mon flux. La gouvernance, et puis quelques bonnes pratiques sur les LLM on-premise permettent d'avoir cette souveraineté dont on rêve un peu sur nos données. Concevoir un environnement de production où l'IA peut agir sans faire perdre la maîtrise humaine, c'est cet écosystème qu'on aimerait bien voir grandir. Et j'attends enfin la conclusion. Le code n'est plus le centre, c'est la conception du système qu'il est, et c'est là où j'ai besoin d'un humain orchestrateur, donc qui va piloter, spécifier, cadrer le problème, structurer le contexte, valider, garantir la qualité, la sécurité et la responsabilité.
Donc, en gros, tout d'un coup, le dev, le sec, le ops, le data, le ML, le deep, l'IA se mettent à parler ensemble et sont concernés par la même chose, shipper du logiciel vers l'usage, en prenant en compte, bon, bien sûr, les besoins ergonomiques, la user experience, les besoins d'évolution. Et cette charge, pour l'instant, elle est beaucoup mieux pensée par l'humain, elle est beaucoup mieux tenue par l'humain. Vous allez me dire, non, non, mais tout ça, c'est du pipeau. Mais à la pause, comme ça, je pense qu'il y a un débat là-dessus. Il y a un débat, des gens qui disent, non, non, il y a bien émergence de super capacités d'orchestration dans l'agentique. Mais je ne suis pas encore super convaincu. Voilà pour cette présentation. Merci. Est-ce que par hasard vous avez des questions? Oui. Alors, en fait, par rapport à tout ça, la partie agentique, IA, le code et tout ça, parlons des étudiants. Comment les étudiants ils pratiquent ça? Est-ce qu'ils ont l'autorisation chez la plateforme par exemple ou pas? Est-ce qu'ils ont l'autorisation, comment ils font la main pour, dans les technos et tout ça et tout ça et tout ça? C'est bien parce que la peinture n'est pas sèche, comme on dit. On vient seulement d'installer Gros GPU, c'est son petit nom. C'est 7 cartes graphiques hyper puissantes et il y en a pour la pédago. Il y a déjà des étudiants qui ont essuyé les plâtres là-dessus. Il y en a qui aimeraient bien, c'est mes Master 2. Il y a, oui, les étudiants, en fait, comme partout, ils amènent leur GPT avec eux dans la poche. Ils codent en cachette. À l'époque, ça pouvait encore se faire. Et puis j'ai des dépôts Git où ça se voit. Et ça va très vite à l'entretien avec l'étudiant pendant la soutenance. C'est beau ton algorithme de deep learning pour un truc que déjà tu ne comprends pas ce que c'est le mot récursivité. Pardon à ceux que je cite, mais c'est un exemple où en fait on voit très vite la limite du codeur sur le code. On est assez tolérant sur ce qu'apporte l'étudiant comme outil de codage, et ça va jusqu'à l'IA. Par contre, dans l'évaluation et dans les procédés d'évaluation des mémoires ou des logiciels ou des projets, c'est sûr qu'il y a une montée en puissance, et je pense qu'on est tous concernés, tous ceux qui sont en pédago. Il faut relire une copie, elle est truffée de slop, elle est truffée d'IA, elle est truffée, parfois c'est bien, c'est rare, mais c'est bien codé. Et donc, on met en place aussi des évaluations où il y a l'interrogatoire habituel, hein, l'interview avec l'étudiant qui montre si oui ou pas il a codé. Il y a des ateliers de vibe coding, donc qui ne sont pas menés par moi, mais par d'autres personnes, où on va pousser les gens à faire très rapidement, refais ce site, refais cette appli, etc. Ça permet de maîtriser aussi ce qui se passe avec des outils CLI, code CLI et autres. Parce que c'est un savoir-faire qu'on doit avoir, qu'on fasse IA ou pas en dev, on est bien nécessairement augmenté par ces solutions. Et il y a un laisser-faire qui est juste toujours accompagné d'un discours et qui est à peu près de ce bois-là. Maîtrise ton archi, comprends ce que tu fais, relis ton slop, etc. Pour qu'à la fin, on ait des étudiants qui maîtrisent ce qu'ils livrent dans le meilleur des mondes, dans la mesure du possible. Et soyons exemplaires aussi nous-mêmes, c'est pas évident. Je pense qu'on a tous besoin de l'IA maintenant pour accélérer notre livrable, accélérer notre documentation. Et là-dessus, c'est pas mal d'avoir de la relecture. Ça se voit très vite, de toute façon. Ça se voit encore trop vite. Oui. J'ai une objection. Il y a 6 mois, au siècle passé, je disais la même chose que toi, il faut un humain qui relise le code. On n'envoie pas du code en production sans que ça soit relu par un humain. Et depuis, je me suis rendu compte que les agents sont très bons aussi pour faire des code reviews. Et donc, j'utilise 2 agents différents qui se code review l'un l'autre, qui se commentent, qui se classifient en disant ça c'est effectivement un code review, enfin un commentaire valide et il faut l'adresser, ça c'est un peu trop tatillon, laisse tomber. Et donc j'ai un peu changé mon point de vue, je voulais avoir ton opinion.
Maintenant, ce que je dis à nos clients, il faut être capable d'expliquer le code qu'on met en production. Moi, je veux pouvoir expliquer à n'importe quel collègue qui vient demander c'est quoi ce code-là. Et donc, mon niveau d'exigence a un peu changé. C'est plus faire le code review moi-même, mais c'est être capable d'expliquer le code. Je vais avoir une réponse un peu naïve, je dirais, parce que là encore, j'ai pas une idée arrêtée toute faite. Je suis surpris étonnamment, enfin, je suis, comme vous tous, surpris par la puissance de production de ces outils. Alors, c'est pas forcément la quantité de paramètres hein, qui compte, mais l'agentique, la société de l'esprit de Minsky, il y a maintenant presque 60 ans, c'est ces sociétés d'agents qui se parlent entre eux, qui communiquent, qui montent, qui élaborent, qui se contredisent et puis qui, à force de se contrarier, font de la qualité. Je pense que c'est bon signe et ça doit marcher dans la plupart des cas. Ma petite nuance, elle va être sur ça, c'est-à-dire que au niveau de l'idéation de la création, j'en ai pas parlé, mais il y a quand même de l'algorithme. L'algorithme, alors on parlait de perroquet stochastique et donc les trucs ils répètent, c'est pas tout à fait juste. Maintenant j'ai des algorithmes qui sont génétiques, qui permettent à mes IA en fait de découvrir, de faire de l'invention, d'aller au-delà de ce qu'ils ont eux-mêmes appris. Et les agents entre eux poussent ça encore plus loin. Mais quand même, il y a de la place encore pour la découverte humaine. Ceci dit, elle devient marginale à côté de la puissance créative de ces outils. Donc je dirais, ouais, je suis que étonné, mais positivement. Je ne pense pas condamner l'avenir du LLM parce que il y a beaucoup de gens qui disaient non, c'est foutu, le LLM il est dans le mur. Il y a des modèles un peu meilleurs, il y aura du GPA, du Word Model, il y aura d'autres trucs qui vont coder encore mieux avec de la multimodalité. Et les agents vont s'améliorer à un point où l'humain pourra que regarder le code et dire waouh. Là, si franchement, au bout de 15 ans d'expé, j'avais pu coder ça, je serais très fier de moi-même. Non, là, ça y est, il y a des IA qui le font. En fait, je suis d'accord. Le point crucial à la fin, c'est de comprendre ce que l'IA a encore fait. Se dire, bon, alors quand c'est du code, on peut comprendre, hein, parce qu'on peut encore débugger et tracer octet par octet ce qui se passe en mémoire. Mais il y a des articles de R&D bientôt, on ne pourra plus comprendre quelle était la petite intuition sur une équadif là-bas, au fin fond d'un article de recherche, pondu par l'IA. Ajouter une information complémentaire. Moi, dans le passé, je travaillais avec l'équipe de dev, donc en tech lead, ou manager de dev. Je m'amusais à relire le code. Relire le code, c'était quelque chose, je viens à la fin de la journée, je relis le code, voilà, je regarde bien, c'est bien codé, ça respecte les requirements et tout ça. Chez Skippers, on a déployé le Cloud Code, Cursor, presque maintenant 60 personnes, 60 devs. Et on remarque que la relecture de code, c'est une tâche consommateur de temps. Voilà. Et en même temps, c'est qu'on ne s'amuse plus en fait à relire le code. Et la majorité des personnes, elles relient le code avec un agent. On challenge avec un prompt, on dit ok, regarde ce code, regarde si ça respecte des bonnes pratiques, regarde si ça respecte les requirements et tout ça. Donc au final, c'est qu'un code produit par l'IA, un autre code, et le code il est relu par l'IA, au final, c'est qu'on est plus efficace comme ça, on est aussi satisfait en même temps. Donc, je ne sais pas en fait. On peut peut-être supprimer l'humain et passer au niveau 5 comme. Voilà. Est-ce qu'on n'est pas en fait la passe grise là, c'est que juste une barrière psychologique qui nous dit, en fait, le code, maintenant, produisons le code en fait et c'est tout. Un code qui fonctionne, c'est un code qui peut aller en prod. Ok. Yann. Merci, c'était un peu pour rebondir sur ce que vous avez dit par rapport au cas qui est relu par un agent d'ailleurs. Et je rejoins un peu Tristan dans ce cas parce que, comme il a dit tout à l'heure, en fait, ça fait qu'on se dirige littéralement vers un gros drift en fait, un gros drift que je qualifierais de systémique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le code qui est relu par l'agent IA, en fait, c'est un code que moi, en tant que donc j'aurais pu relire d'une certaine manière.
et y ajouter donc des spécificités qui sont liées au contexte métier. D'accord? Et ce contexte métier-là, je ne pense pas que instinctivement, lorsqu'on pose la question à l'agent, donc de relire le code, de corriger ce qui ne va pas, je ne pense pas qu'on le met de manière instinctive. Pas tout le monde en tout cas. Donc il y a ce truc métier qui va manquer, et donc si le code n'est pas reconnaissable, si côté archi, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas refaire ou garder, ça devient un peu compliqué. Ok, ben je pense que l'ensemble des remarques va dans ce sens, c'est que l'IA est en train de s'emparer du métier, donc ça va donner vraiment la main pour la prochaine conférence. C'est que ce que dit Yann, c'est que le métier pour l'instant il est encore un peu protégé. Je relis du code, mais je pense au client, je pense à la façon dont il va utiliser la fonctionnalité que je livre. Je pense que deux codes ne se valent pas, même s'ils font le même résultat fonctionnellement. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ergonomie ou du besoin client qui est là embarqué dans ma connaissance métier, dans celle du développeur, et que l'IA n'a pas. Mais sauf que non, dans le harness d'aujourd'hui, je vais avoir des banques d'informations sur ce qui est la bonne pratique du client, son environnement, son contexte, voire le contexte des gens du même métier pour en plus apporter de la bonne pratique. Et je dirais, ben, c'est pas épargné cette zone-là. Peut-être qu'il faut garder le plaisir de relire pour comprendre, et puis avoir été aussi à l'origine de la création, de la spécification et de la prise de besoin et de l'algorithme. Sinon, il reste quoi? Et il reste peut-être que de la pure automation, et donc finalement, le software, c'est fini. Il n'y a que du besoin vers des réponses ad hoc. Il n'y a que de l'appli sur mesure, il n'y a plus de la généricité d'usage, hein, puisque c'est aussi ça, un software, c'est 1000 utilisateurs pour un software. Dans certains cas, ce n'est pas un utilisateur pour un software. Ça, c'est déjà fini. Il y a des gens qui l'annoncent aussi. Il y a des gens qui disent, ben, maintenant, non, c'est de l'appli sur mesure, tu veux ça, et tout de suite en plus. Hein. Bon, je passe la parole. Merci pour vos questions. J'avais une question. S'il fallait faire un pari stratégique pour les 12 prochains mois, qu'est-ce que ce serait? Elle n'est pas retombée. Continuez à développer. On a besoin de vous encore pour devenir les seigneurs de demain, même si on a cassé le premier barreau de l'échelle. C'est dommage pour vous. Ça pique. On attend de vous que vous ayez la maturité pour comprendre une archi, mais on vous a empêché de mûrir cette architecture. Ça, c'est quand même pénible. Et ça vient un peu de la gouvernance, ça vient d'aspects qui sont le coût du token versus le coût de l'étudiant. Donc, moi, je n'ai pas envie de parier sur votre dos, quoi. Je pense que vous développez par passion, vous ferez des choses qu'on ne savait pas faire quand j'ai commencé, et tant mieux. Et donc, allez-y. Maintenant, ce boulot de développeur, il n'est pas foutu périmé. Il faut continuer à parler aux machines. Quitte à faire de la psychologie pour machines ou d'autres trucs qu'on ne sait pas encore faire. Mais là, c'est la SF pour l'instant. Je passe la parole.